Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa, solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Estoy llamando aquí por todos los cambios. ¿Está mi general Lee? General Lee al fono. ¿Por qué no le comunica por favor a mi general Lee, de parte de mi general Pinochet, el ataque aéreo sobre los techos del Ministerio de Obras Públicas y del Banco del Estado, si lo puede hacer lo antes posible, nada más. Impone muy claramente y se puntualiza en repetidas oportunidades ante por la radioemisora que por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados, a cualquier hora y en cualquier oportunidad, se fusilará de inmediato a 5 de los prisioneros marxistas en poder de las Fuerzas Armadas. Cambio. Repita la última parte, se fusilará. Bonsoir, mon nom est Michel Matelas. Je vis actuellement en France, à Paris, mais j'ai vécu pendant 10 années à Santiago du Chili. J'y ai vécu depuis 1963 jusqu'en 1973. J'y ai vécu les moments du coup d'État et je suis rentrée à Paris juste après ces moments. Si je vous parle aujourd'hui, si je vous parle ce soir de la façon dont la presse chilienne, sous le gouvernement de l'unité populaire, a pu mobiliser ses lectrices, a pu mobiliser la femme chilienne contre le mouvement de l'unité populaire, c'est parce que j'estime que ce thème est toujours important. Dernièrement, nous avons beaucoup entendu parler du mouvement des femmes de la place de Mai, par exemple, du mouvement des mères des disparus en Amérique latine. Mais il y a un thème qui est beaucoup moins réconfortant, qui est beaucoup plus dur à confronter pour nous autres femmes qui nous intéressons au rôle actif, progressiste de la femme en politique. Et c'est bien ce moment de l'unité populaire chilienne où une partie des femmes ont pu être mobilisées par la droite contre ce que prétendait faire le régime de l'unité populaire au Chili. Parce que tout le monde s'accorde pour dire que ce moment historique chilien est tout à fait révélateur du manque de politique de la gauche en matière de communication, de la difficulté qu'a la gauche à établir une politique de communication, à savoir réagir avec l'appareil médiatique. Et je crois que les leçons que peut donner cette période historique du Chili, elles sont toujours valables aujourd'hui pour beaucoup de pays. Il y a des analystes de la situation chilienne entre 1970 et 1973 qui ont attribué toute la force, toute l'intelligence que la droite chilienne a démontrée dans son maniement des médias à un apport extérieur, et notamment
à l'apport extérieur des États-Unis, à l'apport des spécialistes en guerre psychologique des États-Unis. Je voudrais dire tout de suite que c'est faire peu de cas de l'intelligence politique d'une bourgeoisie nationale comme la bourgeoisie chilienne. Si la bourgeoisie chilienne a fait une utilisation aussi intelligente et aussi rusée, aussi astucieuse des médias, ce n'est pas seulement grâce à l'appui logistique et à l'appui intellectuel de l'Amérique du Nord, certainement pas. Elle a sans doute reçu de l'argent, ce qui a évidemment facilité les choses. Mais je dirais qu'elle était tout à fait capable, intellectuellement et politiquement, de mettre en place le système de résistance qu'elle a mis en place dans sa politique de communication, dans sa politique de mobilisation d'une clientèle politique, d'une citoyenneté chilienne à travers les médias. Je crois que la résistance de la bourgeoisie chilienne marque un moment dans l'implantation de stratégies modernes de résistance à des gouvernements populaires. It had to appear that Chile was on the verge of economic collapse. The newspapers help spread this fiction. They seize on anything, a land reform program or a drought, it doesn't matter. One week it is the presence of communists in the government, the next week their anticipated departure from the government. The campaign against Chile goes on day after day after day from the front pages of these tabloids. This campaign has a political purpose. The right is not trying to scare itself. It is trying to scare the middle class enough so that it will tilt itself to the right. And the right has the means at its disposal. It controls 54 of Chile's 64 newspapers. Seldom has a government been subjected to such unrelenting abuse while at the same time being accused of interfering with freedom of expression. The opposition has full control of one TV station, Channel 13. The government can use a state-owned station, Channel 7, but does not fully control it. Por lo pronto hay que entender que antes de la fecha señalada del 4 de septiembre de 1970, este canal estaba tripulado casi en un 90% por personal definidamente político del Partido Demócrata Cristiano, partido a la sazón de gobierno. Con posterioridad se estableció una ley de inamovilidad por la cual todo el personal quedó asegurado en sus cargos. De modo que las nuevas autoridades que llegaron el 4 de septiembre adelante se encontraron con un personal estable y con una ley que crea enormes dificultades para un funcionamiento adecuado de este canal. La complejidad es tal que prácticamente la dictadura sobre el funcionamiento de esta red de televisión nacional no emana del gobierno, sino que emana de la oposición. Una curiosa y paradójica situación en nuestro país. Democracy at work. The opposition can air its views on its own TV station and over the government network. Both networks, in any case, are still carrying American TV programs which are full of implicit ideological propaganda. Only Channel 9, the University of Chile station, provides other kinds of news. Channel 9 is managed by a collective and has invited worker participation. But the government cannot win its fight against the American news agencies. Following one particularly slanderous series of articles, Allende shuts down the UPI offices in Chile. El Mercurio immediately denounces the decision as totalitarian. After making a perfunctory apology, UPI is reinstated. Freedom of the press is a sacred right. Augusto Olivares died on the day of the coup alongside his friend Salvador Allende. After September 11, 1973, the Popular Unity Coalition's radio stations and printing houses were destroyed. Its newspapers shut down. There is no longer even one opposition, let alone pro-left newspaper, still appearing in Chile. In December 1974, 40 journalists were being held in concentration camps. There have been no protests on their behalf.
from the IPA or from El Mercurio. Normalement, la presse libérale et le Chili connaissait une presse libérale. Un journal comme Le Mercurio avait été créé sur le modèle d'un journal libéral s'il en est, à savoir le Time. Et cette rupture avec le modèle de la presse libérale a pris des côtés absolument spectaculaires. Un journal comme Le Mercurio, par exemple, qui avait une présentation tout à fait sereine, tout à fait calme, sérieuse, classique, comme tout bon journal de la presse représentant la presse libérale, s'est transformé, par exemple, au lendemain de la grande crise d'octobre, en un véritable manifeste, en une véritable affiche appelant à la mobilisation du citoyen contre le régime en place. Vous voyez comment s'établit la différence, et toute la différence qu'il y a entre quel est le profil de lecteur qu'a un journal libéral en période de normalité, en période d'ordre, lorsque l'ordre dominant n'est pas du tout attaqué, n'est pas menacé, et le profil de lecteur ou de lectrice que cette même presse a lorsque justement les intérêts de la bourgeoisie sont menacés. Du citoyen ou de la citoyenne comme homme ou comme femme à informer, on passe du citoyen ou de la citoyenne comme homme ou comme femme d'action, dont il faut mobiliser l'action. Et ceci se réfère au choix de stratégies politiques mises en place pour lutter contre le gouvernement populaire, à savoir une résistance basée sur des fronts catégoriels, une résistance basée sur ce qu'on peut appeler le corporatisme. C'est-à-dire que la résistance a été définie en fonction des intérêts catégoriels de la population, en fonction des intérêts catégoriels des fronts qu'il fallait mobiliser. C'est-à-dire que, par exemple, on s'adresse aux citoyens non pas comme à un citoyen anonyme, individuel, mais comme à un citoyen qui, du fait de sa profession, occupe une place particulière dans le spectre de la clientèle de la droite. Et il faut le mobiliser à partir des intérêts particuliers de sa profession. On exploite toutes les difficultés de la gauche, toutes les difficultés du régime populaire chilien, des difficultés économiques et politiques que la droite elle-même contribue à créer et à cultiver. On exploite ces difficultés en fonction de la façon dont elles peuvent créer des difficultés dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle des citoyens et des citoyennes. Et c'est ici que le thème justement de la presse féminine est intéressant à analyser. J'ai parlé tout à l'heure du changement qu'avait subi un journal libéral comme le Mercurio, mais on pourrait également parler du changement en fait similaire qu'a subi une revue féminine nationale produite dans le pays, comme la revue féminine qui s'appelait Eva. Toutes les sections d'Eva sont restées telles quelles pendant toute la période de l'unité populaire, mais il est tout de même intéressant de constater que tous les aspects de la vie quotidienne se sont trouvés politisés à travers les différentes rubriques de la revue.
C'est ainsi, par exemple, que dans la rubrique cuisine, dans la rubrique des recettes, la moindre recette était utilisée pour souligner justement les ingrédients qui manquaient, les aliments qu'on ne trouvait plus sur le marché, et ça donnait évidemment prétexte à regretter les bons anciens temps. Bon, cela c'est une chose, mais on est arrivé à beaucoup mieux, à quelque chose de beaucoup plus direct, au moment où justement, enfin, le conflit politique était beaucoup plus aigu, et où même les forces de droite, enfin, jouaient, si vous voulez, avec l'idée de la possibilité d'une issue armée au conflit politique. Et dans un magazine donc libéral, ce magazine féminin libéral qui s'appelait Eva, on a assisté à l'apparition d'une rubrique qui s'appelait Plan d'action féminin, où on donnait tout simplement des conseils aux femmes pour maintenir leur force physique, pour cultiver leur corps, enfin, en prévision d'un possible enrôlement dans des bataillons armés. Alors, vous voyez the shift, enfin, le changement qui se produit quand on confronte avec les magazines qui circulent sur le marché en temps normal. C'est assez spectaculaire. Évidemment, la manifestation des femmes la plus connue est la manifestation des casseroles. On sait qu'elle a été politiquement, pour la droite, très importante, très utile. Elle a beaucoup pesé dans la force politique la force de mobilisation de la droite. Il y a une chanson qui est très, enfin, révélatrice, parce qu'elle démystifie en quelque sorte le contenu le sens de ces manifestations. C'est une chanson que chantait un groupe folklorique chilien, le groupe Quilapayún. Cette chanson disait: la droite chilienne a 2 casseroles, elle en a une très grande et une très petite. Dans la très grande, elle amasse elle stocke des aliments, elle stocke des produits, et dans la seconde, sur la seconde, elle tape dans les manifestations. This demonstration is not being held to protest what are, at the time, non-existent shortages. Its purpose is to fill up the streets and to test the left. For this first confrontation, women make the best shock troops. Then come the young people. The same right-wing goon squads protect both the pots and pans demo and the occupation of the law school. One can't say that the women's movement ever had such a tradition. In fact, a majority of Chilean women consistently voted for the right. 80% of Chilean women did not work outside the home. They could thus be appealed to as a distinct group, a separate community, a separate class. Quel avantage particulier est-ce que la bourgeoisie tirait de ces manifestations des femmes et de la mobilisation des femmes?
Eh bien, je crois qu'on peut y répondre de la façon suivante. En fait, ce qui se trouve utilisé là, c'est la coupure implicite qu'il y a entre le thème de la femme et les thèmes qui s'y trouvent attachés, comme le thème des enfants, le thème de la maison, le thème de la nourriture, le thème des tâches ménagères. La coupure donc entre l'idée de la femme et de son rôle ménager d'avec la politique. Ces thèmes-là, ces symboles-là, la maison, les tâches ménagères, les enfants, apparaissent comme coupés de la vie politique. Et ce sont des représentations que tout un chacun a internalisées. Alors, la bourgeoisie peut se permettre de défendre ses intérêts de classe de défendre donc ses intérêts de classe comme s'ils n'étaient pas des intérêts de classe, à cause précisément de cette coupure qu'il y a entre le thème de la femme, les revendications de la femme qui apparaissent comme des revendications naturelles, des revendications pour la survie des enfants, et la politique. Et je crois que c'est important de tenir compte de ça. Les symboles de la mère, les symboles de la ménagère sont traditionnellement vécus comme coupés de l'univers politique. Et finalement, ces manifestations-là, elles pouvaient s'interpréter comme ceci. Ce sont des mères qui vous parlent, ce ne sont pas des sujets politiques qui se mobilisent, qui militent, qui défendent des intérêts, mais ce sont des mères qui se rebellent contre un certain régime. Il y a un moment particulièrement crucial dans l'histoire, dans l'histoire de la mobilisation des femmes sous l'unité populaire, et c'est le moment où certaines femmes qui étaient en relation avec les forces armées, enfin certaines épouses même de militaires, vont jeter du maïs devant les casernes pour clairement montrer aux militaires qu'elles estiment qu'ils ne faisaient pas leur devoir et pour carrément leur faire voir qu'elles désiraient qu'ils prennent le pouvoir. Il y a là comme l'activation d'un concept de la féminité qui veut que la femme est faible et que, comme l'enfant, elle a besoin d'un état fort, d'un pouvoir viril, d'un vrai père, alors que le régime populaire est montré comme un régime où finalement le peuple est synonyme de désordre, synonyme de chaos. Ces femmes donc montraient enfin ce qu'il peut y avoir dans un concept de fémininité qui renferme cette idée à une femme faible correspond la demande d'un état viril, d'un état fort. C'est là que l'on voit comment est-ce qu'il y a dans un concept de féminité certaines valeurs latentes, qui peuvent tout simplement servir à maintenir l'ordre dans la famille, par exemple, en temps de paix, mais qui peut être considérablement activé en temps de crise pour appeler, comme justifier le virage à un état fort. Pour nous, c'est l'espoir d'une patrie nouvelle. C'est la liberté. C'est incroyable parce que nous sommes un pays différent. Nous avons élu le premier président marxiste du monde, je crois. Eh bien, nous lui avons demandé de partir. Et comme nous n'avons pas les moyens, les militaires l'ont fait pour nous. Mais c'est la réponse démocratique des militaires. C'est incroyable, mais c'est ainsi. En temps de crise, justement, les forces conservatrices peuvent vraiment, c'est en tout cas ce que démontre le cas chilien, elles peuvent tirer parti
de tous les investissements idéologiques qui ont été réalisés à travers les institutions qui se chargent de la socialisation des femmes. Et parmi ces institutions, il y en a une très très importante qui sont les moyens de communication et notamment les genres féminins, les magazines féminins et certains programmes féminins où bien sûr il peut y avoir des valeurs démocratiques, des aspirations démocratiques de contenu, mais où il y a cette valeur de la féminité dont je disais qui est une valeur très très ambiguë. Parce que si le cas chilien le montre bien, elle peut justement être réactivée en temps de crise pour aller jusqu'à justifier enfin le retour à un État fort, un État totalitaire. Évidemment, c'est un point extrême, évidemment, que je touche, là où sur lequel je termine, mais je voudrais justement que ça serve peut-être à montrer l'importance de ces thèmes de la famille, de ces thèmes des programmes de télévision, de ces thèmes des loisirs, de ce thème du soap opéra, etc. On a trop souvent tendance à considérer que la politique, c'est une chose, que le thème domestique, le thème de la famille, c'en est une autre, alors qu'en fait, la politique, elle est présente dans tous ces thèmes-là.